Jean-Claude Pont, bienvenue. Derrière Bonjour. ce micro, je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable, que vous intervenez chaque mardi dans ce programme. Je vous en remercie d'ailleurs. Oui. Alors c'est vrai qu'à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar, et c'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui, il y a une mise en examen d'une filiale de Vinci. Oui. Pour un rappel, la Coupe du Monde, ça a été attribué au Qatar en 2010. Et bon, immédiatement, toutes les associations comme Artisans du Monde qui se soucient du bien-être des travailleurs immigrés, tout ça, sont posées des questions parce que pour accueillir la Coupe du Monde au Qatar, il a fallu faire des travaux immenses. Il y a eu construction d'un aéroport, autoroute, des parkings géants, des hôtels. Et Vinci, donc par une de ses filiales, c'est la filiale qui s'appelle Grand Projet, a mené une partie de ses travaux. Et donc, dès le départ, il y a une association, c'est Sherpa. Donc Sherpa, c'est une association qui regroupe des juristes, des avocats, et qui justement essaye de protéger contre les multinationales et tous les acteurs économiques qui vont enfreindre les droits des travailleurs. Et il y a aussi les atteintes à l'environnement. Donc dès à partir des années 2010, ils ont commencé à se renseigner, à enquêter, etc., à interviewer des travailleurs. Et bon, alors, le jugement n'est pas encore fait, il n'y a pas encore le tribunal. Vinci, comme d'autres, sont toujours réputés innocents tant que la justice n'a pas... Mais bon, les craintes, c'était comment les travailleurs immigrés sont pratiquement de l'esclavage moderne, c'est-à-dire qu'il y a eu des témoignages. Les travailleurs, c'était 66 heures à 77 heures par semaine de travail, c'est-à-dire 11 heures par jour, 6 jours sur 7. Et il fait chaud là-bas. Et il fait 40 à 50 degrés constamment à cette époque-là, puisqu'on s'était inquiété d'organiser la Coupe du Monde en plein été au Qatar. Les conditions d'hébergement aussi, c'était des hébergements insalubres, des toilettes insalubres. Les droits des travailleurs, globalement. Alors, il faut savoir aussi qu'au Qatar existait une loi qui fait que tout travailleur immigré doit avoir un tuteur qatari qui est responsable de lui. Et sans ce tuteur-là, il ne peut pas repartir, et il ne peut pas changer de travail, etc. Un tuteur, et c'est quoi la relation du tuteur au tutoré, en fait, en l'occurrence? Oui, c'était ça. C'était finalement que le travailleur est piégé par un... souvent, ce tuteur, c'était l'employeur. Et l'immigré, une fois qu'il est là, souvent, on lui confisquait aussi son passeport. Et il est pratiquement prisonnier, il peut pas partir, il peut pas changer de travail, etc. Et vous pensez que je crois que cette immigrés loi a été abolie ignoraient après. Qu'ils ignoraient le mode de fonctionnement, qui sont venus pour travailler, mais qu'ils ignoraient le mode de fonctionnement. Oui, je pense que depuis des années que ça existe. Le Qatar, c'est 2 millions... Enfin, actuellement, on doit arriver aux 3 millions de personnes, mais à 80%, ce sont des immigrés. Les Qataris, eux, ils ont les emplois les plus hauts, et puis ils fonctionnent à 80% grâce à des immigrés qui sont quand même bien exploités. Ils viennent d'Inde, d'Iran, Pakistan, Népal, Pakistan, Bangladesh. Oui, tous ces pays où les gens s'exilent pour avoir un petit salaire. Ils meurent de faim dans leur pays, ils n'ont pas de travail, donc il faut s'expatrier, quelquefois pendant des années et des années, en espérant pouvoir envoyer de l'argent à la famille. Alors, ce que ça montre, c'est qu'aussi des personnes sont prêtes, ces ressortissants d'Inde, d'Iran, Pakistan, Népal et Bangladesh, Jean-Claude Pont, sont prêts à accepter, entre guillemets, puisque la règle du kafala, est-ce qu'elle est portée à leur connaissance avant qu'ils arrivent sur le territoire? Ça, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas répondre sur cette question-là, mais c'est vrai qu'arriver à un certain niveau de pauvreté, tout est bon pour retrouver un emploi, gagner un peu d'argent. Dans des tas de pays, ça existe. Alors mais par contre, ils ont... la première plainte a été déposée puisque Sherpa a enquêté, etc., a vu que quand ils avaient un dossier assez épais, avec l'aide de travailleurs népalais, indiens, ils ont réussi à déposer une première plainte en 2015. Déjà en 2015, oui.
Mais la justice, bon, ça prend toujours un certain temps, mais là, ça a été quand même long. Ça a été jusqu'en 2018 où la plainte a été rejetée. Il n'y avait pratiquement pas eu d'enquête, et bon, ça a été rejeté. Alors, Sherpa s'est remis à la tâche, avec aussi une association qui travaille contre l'esclavage moderne, et de nouveaux travailleurs immigrés qui ont rejoint, ils ont déposé 3 plaintes successives, à chaque fois en fournissant de plus en plus de dossiers. Donc, début 2018, donc, une enquête, là, la justice a accepté... 2019, pardon, a accepté de prendre en charge. Et puis, à 15 jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde, là, il y a eu une mise en accusation de la filiale de Vinci. Ça avait fait scandale à l'époque. Bon, il faut savoir que ça permet aussi, c'est ce qui est permis par la loi dont j'ai parlé plusieurs fois, le devoir de vigilance qui a été instauré en France. Pour l'instant, il y a toujours que la France qui l'a validé. L'Europe, c'est en cours de validation, cette loi, mais donc qui rend des sociétés, des multinationales responsables des nuisances qu'elles peuvent créer dans d'autres pays, directement ou par leurs filiales ou par des sous-traitants. Donc c'est intéressant d'avoir un nouveau projet. Donc il y a eu mise en accusation en 2019, mais comme toujours dans ces cas-là, les grosses multinationales ont des avocats qui savent... faire des recours, temporiser, etc. Donc, depuis 2019, c'était en attente. Mais là, ça vient d'être confirmé la semaine dernière, le 5 juillet. La Cour de justice de Versailles a confirmé la mise en examen de Vinci. Donc, il devrait y avoir procès. Ça veut dire qu'il y a des pièces. Il y a des pièces, oui, des éléments. C'est ça, voilà. Parce que entre 2019 où la plainte a été validée et là, c'est qu'il y a eu des investigations qui ont continué et donc maintenant, quand on dit qu'il y a une mise en examen, c'est que le dossier n'est pas vide, quoi. Il y a toujours présomption d'innocence, mais il y a quand même des charges qui semblent présentes. Donc maintenant, on attend le procès. À mon avis, ça peut encore prendre quelques années. Il y aura des recours pour retarder la date. Quand il y aura procès, s'il y a condamnation, il y aura appel. C'est pratiquement sûr. S'il n'y a pas condamnation, ça serait peut-être Sherpa qui, lui, ferait appel. Après, ça peut aller en cassation. Donc, pour un épisode commencé dans les années 2010, c'est vrai que peut-être en 2030, on aura peut-être une réponse, mais encore une fois, symboliquement, pour nous, acteurs du commerce équitable, etc., c'est important qu'enfin une multinationale réponde des nuisances provoquées dans des pays du Sud. Elles ne peuvent plus se décharger en disant c'est pas moi, c'est sous-traitant. Oui, j'ai oublié de dire aussi que cette filiale de Vinci, elle est possédée à 51% par l'État du Qatar. Donc Vinci majoritaire, plus le Qatar. Oui, c'est le Qatar qui est légèrement majoritaire. Donc c'est intéressant si on pouvait condamner un État par l'intermédiaire de ces structures économiques et puis une multinationale. Maintenant, c'est une affaire à suivre, mais on est sur une bonne voie. Merci beaucoup Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable, pour ce focus sur cette mise en examen d'une filiale de Vinci dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar et donc des chantiers et des travailleurs immigrés qui ont travaillé pour ces chantiers. Oui. On vous retrouvera maintenant fin août derrière ce micro après quelques semaines bien méritées de vacances. Merci Jean-Claude Pont. À bientôt. Au revoir.